Bonjour et bienvenue dans La Belle Histoire. Vous connaissez son nom, Louise Michel, mais savez-vous comment cette féministe, cette humaniste s'est transformée en véritable guerrière pendant la Commune de Paris? Elle est l'une des premières femmes de l'histoire à avoir pris les armes. Elle est devenue l'icône des anarchistes. Louise Michel est-elle une vierge rouge? Ou une louve avide de sang? Je sais bien que c'est une grande figure de la gauche française. Moi, c'est un personnage que je trouve extrêmement inquiétant. Radicale, indomptable, Louise Michel est la fille d'une servante et d'un châtelain. Une bâtarde qui a choisi son camp, celui des plus faibles. Elle avait une douceur et une bonté extrême, tout en étant jusqu'au boutiste et en étant une révolutionnaire radicale. En 1871, les Parisiens se révoltent, c'est la Commune de Paris. Pour Louise Michel, l'heure n'est plus aux réunions féministes. Elle risque sa vie à l'avant des barricades. Elle assume exactement tous les rôles qui jusque-là étaient dévolus aux hommes. Commander, avoir une action militaire. Louise Michel, l'institutrice, devient une révolutionnaire acharnée. Jusqu'à son procès, elle assumera la violence de son combat. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Mais qui est vraiment Louise Michel? Qu'a-t-elle vraiment fait pendant la Commune? Alors que 30 000 de ses camarades finiront exécutés, comment survivra-t-elle en suivant quel destin? Avec François Reinhardt? Avec Myriam Bounafa? Auriez-vous pris les armes avec Louise Michel? Vous aimez la belle histoire? Plonge avec nous dans le Paris de la Commune. C'est parti. Voici un personnage de l'histoire de France qui divise toujours les spécialistes. Louise Michel, une figure révolutionnaire hors norme. Femme du peuple, elle est aussi une femme instruite, car si sa mère est servante, son père, lui, est châtelain. Une bâtarde qui lit Voltaire et connaît les bonnes manières. Une rebelle que Xavier Gautier a beaucoup étudiée. C'est dans l'église Saint-Bernard, où Louise Michel répandait la parole révolutionnaire, que Xavier revient sur son enfance. À la fois, on l'appelle Mademoiselle de Maïs, donc la grande bourgeoise, on dirait, et à la fois, vous avez telle ou telle paysanne qui la traite de bâtarde et qui lui dit « va dormir au cimetière, petite ». C'est-à-dire, les paysans savent très bien qu'elle n'est pas la fille légitime. Voilà. Donc, elle est en porte-à-faux, elle est dans les deux mondes. Deux mondes qui ne peuvent pourtant pas cohabiter. À la mort des châtelains, Louise Michel doit quitter le nid confortable où elle a grandi et elle s'installe à Paris. Elle découvre une capitale gangrénée par la pauvreté et la faim. Et alors en plus, quand elle arrive à Montmartre et qu'elle voit la misère extrême, terrible, les gens qui meurent de faim, donc elle sait très bien qu'elle ne veut pas appartenir à la classe supérieure qui exploite les gens, elle les fait mourir de faim. Donc elle choisit son camp. Et son camp, c'est celui des miséreux et des déshérités. Elle veut leur donner une arme. L'éducation. Avec la petite bourse de sa mère, elle décide de créer une école à Paris. Une école libre et gratuite pour les plus exclus, les filles. Pour elle, éduquer des jeunes femmes, c'est aussi les aider à sortir d'une certaine condition sociale. Oui, et essayer qu'elles ne tombent pas dans la prostitution, parce qu'elle sait que ça arrivait souvent. Même les ouvrières qui travaillaient gagnaient si peu que quelquefois elles devaient se prostituer. Donc elle veut que ces jeunes filles devenues femmes aient un bon métier et ne soient pas racolées par des souteneurs. Elle dit une rage de savoir nous tenait. Voilà, donc il y a quelque chose, elle veut elle tout savoir et elle veut que ce savoir bénéficie à tous et à toutes. Nous sommes en 1870. La révolution industrielle a apporté la technologie, mais aussi la misère. Les ouvriers exploités dorment dans les usines à même le sol pour un salaire dérisoire. Dans son école, Louise Michel offre le repas à ceux qui ont faim, déchire ses vêtements pour couvrir ceux qui ont froid. Son maître à penser, alors, s'appelle Auguste Blanqui, un socialiste qui prône la révolution par la violence. Tout en Louise Michel bouillonne. Si elle en avait les moyens, elle irait elle-même tuer l'empereur. Mais la guerre va tout changer. Le 19 juillet 1870, Napoléon III entraîne la France dans un conflit contre la Prusse. Napoléon III, c'est l'empereur des Français, le Second Empire. En 1870, cet imbécile déclare la guerre à la Prusse. Une idiotie sans nom. Ça, on est en juillet 1870. En septembre, le 2 septembre, à Sedan, il subit une défaite terrible, il est fait prisonnier.
Le 4 septembre, la nouvelle arrive à Paris. Paris proclame la République. L'empereur est prisonnier, on fait la République, sauf qu'on est toujours en guerre avec les Prussiens. Les Prussiens, ils avancent. Très rapidement, les Prussiens sont autour de Paris, ils font le siège de Paris. Les Prussiens veulent asphyxier la capitale. 6 mois de siège pendant lesquels les Parisiens achètent des canons et dressent partout des barricades. La garde nationale, constituée de citoyens armés, devient une véritable milice au service de Paris. Dans chaque arrondissement, des comités de vigilance se constituent. Louise Michel mène celui du 18e. Les Prussiens continuent à faire le siège de Paris et continuent à faire des victoires partout. Dans le nord, dans l'est, sur la Loire, ils font des victoires. Donc très rapidement, il y a d'autres gens qui arrivent au pouvoir, dont le célèbre Adolphe Thiers, et lui il dit non mais il faut arrêter avec ces conneries de guerre totale, on va faire la paix avec les Prussiens, sinon on n'y arrivera pas. Donc là, on est du côté du défaitisme. En janvier 1871, Thiers signe les préliminaires pour faire la paix avec les Prussiens, on arrête la guerre, on arrête les frais. Paris est affamé. Le taux de mortalité a doublé pendant le siège. Et pourtant, pas question pour ces ouvriers, ces boulangers, ces lavandières de livrer leur ville aux Prussiens. Louise Michel en est sûre, le temps de la révolution ouvrière, de la révolution sociale est arrivé. La classe ouvrière s'est constituée pendant les années du Second Empire. Hein. Elle s'est constituée, elle a commencé à se former, l'internationale socialiste a commencé à se bâtir. Karl Marx a écrit le manifeste du Parti communiste. Le premier texte qu'il écrit en français, c'est le catéchisme de la Ligue des Justes. Tout ça se passe chez nous. Et ça bouillonne, et ça sort pas. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui pour un Français est impensable. Nous avons été battus. La Commune commence comme un élan patriotique. Si la trahison avait un visage, ce serait cette caricature d'Adolphe Thiers. De peur d'être fait prisonnier, son gouvernement s'installe à Versailles avec une idée en tête: désarmer la capitale, purger Paris de tous ses rouges. Louise Michel, comme la plupart des gardes nationaux, veille sur les défenses de la ville. Les barricades, mais surtout les canons. Plus de 200 regroupés à Montmartre et Belleville. Là, on est un peu là où tout a commencé, en fait. C'est le point de départ. Oui, exactement. Le 18 mars, à l'aube du 18 mars, c'était même encore la nuit, Louise Michel était là, il y avait un poste de surveillance. Elle pensait qu'il y avait du danger, pensait que Thiers manigançait quelque chose. Elle avait déjà un pressentiment. Elle avait déjà un pressentiment, ça se disait un peu, qu'il risquait de reprendre les canons payés par le peuple. Et en principe, il aurait dû y avoir une surveillance. En fait, il faut imaginer que les canons, ils sont là, ils donnent sur Paris. Le plus haut possible sur la butte pour que les Prussiens ne les reprennent pas. L'armée de Thiers avance sur les canons de Montmartre. Pour Louise Michel, une urgence, courir alerter ses camarades. Et, entre-temps, surtout des femmes, des ménagères qui se sont levées très tôt pour aller chercher le lait, pour ce qui en restait au moment du siège, un petit peu de nourriture, se sont mises devant les canons. Louise Michel dit les femmes couvraient les canons de leur corps pour empêcher que les soldats ne les reprennent. Quand elles se mettent en mouvement, c'est la dernière ligne de résistance de la société. Parce que c'est les femmes qui ont en charge le quotidien, etc. Alors, quand les femmes se mettent en mouvement, ça dégage une violence qui n'est pas une violence féminine, mais qui est une violence de la dernière ligne de la société qu'on ne peut plus. Face à la foule, les généraux ordonnent de tirer. Mais au bout des fusils, les soldats sont paralysés. Comment tirer sur des femmes et des enfants? Ils finiront par baisser les armes, ils fraternisent avec les Parisiens, les généraux seront fusillés, c'est le début de l'insurrection. Louise Michel dit ça d'une façon poétique à sa façon. Elle dit que c'était une aube splendide de délivrance. Les Versaillais se replient et laissent Paris à ses habitants. Le 28 mars, 200 000 Parisiens se rassemblent devant l'hôtel de ville et proclament la Commune. Pendant 72 jours, un mini-gouvernement se met en place à Paris qui devient de fait une commune autonome. Donc là, en quelque sorte, on rentre dans le cœur politique de la commune. Oui, tout à fait. C'est la salle, ou plus exactement c'était presque la salle où se réunissaient les 90 élus de la commune. Et c'est ici qu'ils font la promesse d'une république sociale au service du peuple. Quelles sont les mesures et les idées phares de la commune? Première grande mesure, la reconnaissance de la citoyenneté pour les étrangers. Ensuite, la deuxième grande mesure de la commune, c'est du 2 avril 1871, c'est 35 ans avant la République, la séparation de l'Église et de l'État.
La Commune est un véritable laboratoire de la société moderne. Bien avant Jules Ferry, on instaure l'école gratuite et obligatoire pour tous. On décidera même la réquisition des logements pour les citoyens qui n'en ont pas. Le droit au logement. Mais l'une des plus grandes révolutions est l'égalité entre les hommes et les femmes. Pendant la Commune, elle s'émancipe. Les idées de Louise Michel sont en marche, des idées qu'elle a prêchées tant de fois le soir dans les églises réquisitionnées. La foule se masse, ici, dans l'église Saint-Bernard. Elle haranguait les foules avec une voix très douce. Tous les témoins le disent. Ah, parce que moi je l'imaginais en oratrice, très présente, très charismatique. Ah, elle était une oratrice charismatique, tout à fait, mais en parlant doucement, elle fascinait les gens. Elle a parlé quelquefois devant 1000 personnes, sans micro bien sûr, ça n'existe pas. C'est quoi qui fascine, les mots qu'elle choisit? Oui, ce sont ses mots, c'est son vocabulaire. Elle parle toujours sous forme de métaphores enflammées. Elle ne dit pas, elle dit la mer des révolutions nous emportera dans sa crue. C'est des images comme ça. Hein. Et cette crue va la mener à prendre les armes. Et vous, l'auriez-vous suivi? Dans les années 1870, Louise Michel a 40 ans. C'est une enseignante qui lutte. Elle prône l'éducation pour les femmes et l'instruction aux plus pauvres. Et vous allez le voir, le soulèvement de la capitale va la transformer en véritable chef de guerre. Pendant la Commune, les femmes sont sur tous les fronts. Sur les barricades, elles sont cantinières et ambulancières. Rares pourtant sont celles qui prennent les armes. Mais pour Louise Michel, c'est là qu'il faut être. Louise Michel, est-ce qu'elle est connue des élus? Est-ce qu'elle est connue de la Commune? Oui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup à la Commune. Elle est très connue des communards. Mais Louise Michel, alors elle est moins dans les clubs, elle est plutôt barricadière, elle est combattante. C'est une femme violente qui a voulu cette violence-là. Sa conception du peuple en était une conception du peuple parfaitement réductrice. Elle exclut du peuple français, en quelque sorte, les classes sociales qui ne plaisent pas, en l'occurrence les classes sociales riches. Elle exclut du peuple français les croyants. C'est une coupeuse de tête. Donc le personnage de Louise Michel, je sais bien, c'est une grande figure de la gauche française. Moi, c'est un personnage que je trouve extrêmement inquiétant. Si ça ne tenait qu'à elle, Louise Michel aurait lancé l'offensive sur Versailles. Mais les communards pensent davantage à établir leur nouveau système. En un mois, Thiers obtient des Prussiens la libération des prisonniers et reconstitue son armée. Louise Michel sait que sa révolution se jouera à coups de canon. Elle quitte Montmartre pour le sud de Paris. J'aimerais que tu me l'expliques un petit peu. Parce que je me suis demandé, moi, comment les communards ont pu tenir... Même si c'est Eh bien, le paradoxe, c'est qu'ils ont tenu grâce à une enceinte et des forts qui avaient été construits et qui avaient été construits par Thiers, le même, Adolphe Thiers. Adolphe Thiers qui est là. Donc Adolphe Thiers, c'est le chef des Versaillais, c'est le chef du gouvernement en 1871. C'est lui qui va lancer la répression contre la Commune. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Mais bien longtemps avant, 30 ans avant, on craint une guerre avec l'Angleterre. Il y a une grave crise internationale. Et à ce moment-là, Thiers dit qu'il faut défendre Paris. Et donc il fait construire l'enceinte de Thiers, une fortification autour de Paris. Et puis il fait construire ces bastions pour protéger la ville. Et donc c'est grâce à ces bastions que les communards, surtout ceux du Sud, ils vont réussir à se défendre contre les Versaillais qui arrivent de Versailles, c'est-à-dire qui arrivent de par là. Le 25 avril, une bataille décisive commence au fort d'Issy. 42 canons versaillais tirent sur le fort. Un commando de 400 hommes s'empare du village des Moulineaux. Usés et moins nombreux, les communards ne veulent rien lâcher. Pour défendre l'enceinte, Louise Michel accourt l'arme au poing. Gérard Dittmar nous emmène au fort d'Issy, à l'endroit même où Louise Michel a mené ses premiers combats. Donc dès le début des combats, elle est là. Tout à fait. Elle n'a pas peur, elle y va. Elle n'a pas peur, elle y va, et non seulement elle y va, mais c'est vrai que, comme il a été dit, elle revêt à ce moment-là le costume de garde nationale. Voilà. Et elle fait le coup de feu. Elle est même citée en exemple par les hommes, par les militaires, par les officiers, pour son courage. Au début, quand elle est là, est-ce que les hommes se moquent d'elle et elle doit gagner leur respect? Les communards ne se moquaient pas les uns des autres, au contraire. Non, en tant que femme? Oui, mais raison de plus. Tu as envie de te moquer d'une femme avec un fusil, toi? Raison de plus. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, d'une certaine façon, les femmes étaient les égaux. Louise Michel, elle assume exactement tous les rôles qui jusque-là étaient dévolus aux hommes. Commander, avoir une action militaire, c'est très important, c'est une rupture très profonde. La femme guerrière, ça n'existe pas dans l'histoire.
sauf à l'état de mythe, les Amazones et tout ça. Mais il n'y a jamais de femme guerrière. Ou alors une demi-folle comme Jeanne d'Arc, qui est un personnage tout à fait marginal dans l'histoire, qui va prendre une allure extraordinaire. Mais ça n'a pas le côté méthodique que ça a avec ce bataillon de femmes. Le cœur sur la main et le doigt sur la gâchette, Louise Michel n'a peur de rien. Sa devise: être toujours là où le fort écrase le faible. Vous savez peut-être qu'elle a réussi même à sauver un chat sur une barricade. Vous pouvez me raconter ça? Ça, c'est quand même extraordinaire. Elle voit dans le haut de la barricade un chaton qui était là, qui miaulait. Arrêtez de tirer. Et ils ont arrêté de tirer, les fédérés. Elle a grimpé sur la barricade, elle a pris le chaton. Alors, naturellement, les Versaillais, eux, n'avaient pas ordre d'arrêter de tirer. Donc elle aurait pu se faire tuer 100 fois. Elle a pris le chaton, elle est descendue. Elle a dit, voilà, regardez comme il est mignon. Et ils l'ont gardé, c'était la mascotte du régiment. C'est formidable. C'est extraordinaire, quoi. D'une main, Louise Michel tue les Versaillais, et de l'autre, elle porte secours aux blessés. Et c'est tout le paradoxe de la Commune, qui vit dans la violence des combats, tout en offrant aux Parisiens une parenthèse de progrès social et de culture pour tous. Il ne faut pas s'imaginer que pendant les 62 jours, Paris est couvert de barricades. Pendant l'essentiel de la Commune, Paris, il y a de la circulation, les gens vont au théâtre, les gens vont, etc. Ce n'est pas une ville non plus sans vie culturelle, au contraire. Mais le calme et la paix qui règnent dans la capitale est de courte durée. Car à mesure que l'armée de Thiers se renforce, les fédérés, eux, se démobilisent. La plupart des défenseurs de Paris rentrent chez eux ou profitent des terrasses de la capitale. Le 21 mai, alors que les Versaillais s'apprêtent à lancer l'assaut, il ne reste plus que 60 000 combattants communards contre 130 000 soldats de Thiers. C'est David contre Goliath. Les Versaillais vont réussir à rentrer à la barrière du Point du Jour. Ils vont réussir à rentrer comme ça et ils vont faire cette progression-là. Du 21 au 28 mai 1871, les communards vont être écrasés. La pire tuerie de l'histoire de Paris, c'est la semaine sanglante. Les troupes de Thiers qui envahissent Paris par ailleurs, ou qui libèrent Paris, ne font pas de quartier. On est dans un processus de guerre civile. La violence, elle est dans les deux camps. Il y a des gens qui parlent de 30 000 morts dans Paris. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que 30 000 morts. Il y avait des cadavres partout. Donc c'était quand même une guerre très très sanglante. La Commune, elle s'est terminée par un moment qui s'appelle la semaine sanglante. Ça veut dire qu'il y avait du sang partout. Acculés, les communards n'ont plus le choix. Depuis quelques semaines, ils détiennent 74 otages qu'ils veulent échanger contre la libération de Blanqui, emprisonné la veille de la Commune. Thiers ne cédera jamais. Les communards exécutent alors tous les otages et, sacrilège suprême, parmi eux se trouve l'archevêque de Paris. Comment on a fusillé un évêque? Vous pensez un évêque? Mon Dieu, quelle abomination! Mais les milliers de pauvres diables qu'on a fusillés, alors ça compte moins. Les Versaillais vont alors écraser les communards dans la terreur. Tous les hommes et toutes les femmes portant la tenue de garde nationale ou même soupçonnés de se battre sont tués. Du 21 au 28 mai, quelques 30 000 communards sont exécutés. Le sang coule tellement dans les rues de Paris que la Seine devient rouge. Les communards mettent le feu à la capitale. La nuit du 23 au 24 mai, ils brûlent les Tuileries et leur QG de l'Hôtel de Ville. On n'abandonne pas le navire, on le coule. Il y a un certain mythe qui fait que Paris a été brûlé par les communards, mais qu'il faut quand même atténuer. Un très grand nombre de bâtiments ont été détruits ou incendiés par les obus des Versaillais. Dans cette semaine sanglante, la violence est totale. Pour les communards, il n'y a plus d'issue. Mais pour Louise Michel, il n'est pas question de rendre les armes. Oui, je le jure, Paris sera à nous ou n'existera plus. C'est vrai que cette idée qu'on ne laisse pas aux vainqueurs, à ceux qui écrasent le peuple dans le sang, qu'on ne peut pas lui laisser ce qu'on a eu pendant ces 72 jours de liberté et de libération est très forte. À peine le fort d'Issy vaincu, Louise Michel remonte dans le nord de Paris et livre bataille ici, au cœur d'un véritable abattoir, le cimetière de Montmartre. C'est un petit peu désespéré, ils sentent bien que les Versaillais étant entrés dans Paris, ils ont peu de chances de s'en tirer. C'est la bataille de la dernière chance. Voilà, ils combattent vraiment parce qu'il ne faut pas se rendre, parce qu'il faut combattre, parce qu'il faut mourir debout.
Il y a l'idée de mourir, hein. Il y a l'idée qu'elle va constamment, Louise Michel, elle a l'idée que c'est fini, elle va mourir, elle va être tuée, mais elle aura combattu pour la liberté. Auprès d'elle, une poignée d'hommes dont la plupart n'a jamais combattu. Encerclés, débordés, bombardés, les communards sont totalement désorganisés. Gros problème, ils se reçoivent des obus sur la tête, régulièrement, et tout d'un coup ils comprennent que ce ne sont pas les Versaillais qui les canardent, que c'est les camarades qui sont sur la butte, qui sont restés sur la butte, et leur tir est trop court, au lieu d'aller plus loin, et ça tombe dans le cimetière. Sur eux, ce qui est un peu fort. Donc qui va se dévouer pour aller les prévenir? Pouf, Louise Michel, évidemment. Elle se précipite et c'est elle qui va arrêter les tirs. Voilà. La commune s'achèvera dans un bain de sang. Au cimetière du Père-Lachaise, les derniers fédérés sont assassinés à la mitrailleuse. Après les combats, les insurgés seront traqués et pourchassés. 43 000 arrestations ont lieu. Louise Michel en réchappe. Mais les Versaillais veulent sa tête et pour ça, ils vont arrêter sa mère. Quand elle a su qu'elle avait été faite prisonnière, elle a couru au bastion où il y avait tous les prisonniers et elle a dit « Libérez ma mère, c'est moi Louise Michel, libérez-la ». Elle a même raccompagné sa mère à peu près jusqu'à la maison et elle s'est livrée à sa place. 50 000 procès suivent la Commune. Celui de Louise Michel restera le plus marquant. Pendant cette période, de nombreux communards vont renier leurs actions. Louise Michel agit comme une véritable martyre. J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Quelques mois plus tard, l'Assemblée nationale vote la construction du Sacré-Cœur sur la butte Montmartre, là où tout a commencé. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que le Sacré-Cœur, il a été construit contre la Commune. En expiation des crimes de la Commune. Et ça a été dit comme ça. Hein. Ça veut dire que, selon les cléricaux, la Commune avait fait tellement de crimes que Dieu ne pouvait pas pardonner, sauf si on lui créait une basilique. Voilà. Crimes commis, ont-ils dit, par les énergumènes avinés, qui étaient les communeux. C'est comme ça qu'ils en parlaient. La Commune s'est achevée par le plus grand massacre de masse qu'ait connu la France. Pourtant, elle est la mère du socialisme, la base de la gauche française. Violente par ses méthodes, progressiste et humaniste dans ses principes. Alors, auriez-vous pris les armes avec Louise Michel? Non, je n'aurais pas pris les armes avec Louise Michel. Le romantisme révolutionnaire, personnellement, m'a fait horreur. Je le crois porteur d'une violence extrêmement dangereuse et ça vaut pour toutes les époques. Est-ce que vous auriez pris les armes avec Louise Michel? Oui. Et je ne les aurais pas posées. J'aurais fait comme elle. Je trouve que c'est le... Il faut terminer ce qu'on commence. Et quand on commence une révolution, il faut la terminer. Jusqu'au bout. Saint-Just disait, ceux qui font une révolution à moitié creusent un tombeau. Plutôt descendre dans le tombeau que d'arrêter. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Malgré sa volonté de mourir en martyr, Louise Michel sera condamnée à la déportation. Elle embarque le 1er janvier 1876 pour la Nouvelle-Calédonie. Elle y restera 7 ans. Mais rien n'aura raison de son humanisme. Là-bas, elle embrasse déjà une nouvelle cause. Quand elle était en Nouvelle-Calédonie, avec beaucoup de communards qui étaient déportés là-bas, il y a eu une révolte des Kanaks. Eh bien, parmi les communards, la plupart des communards qui étaient des révolutionnaires à Paris, ils ont eu une solidarité de race, si je puis dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils étaient du côté des Français contre les Kanaks. Louise Michel, c'est la seule qui était pour les Kanaks. Elle disait, mais ils ont raison de se révolter. Ils se révoltent comme nous, on s'est révoltés. C'est un esprit, c'est très intelligent, parce qu'elle a réussi à penser contre elle-même, contre son milieu, contre les gens qui étaient avec elle. S'émanciper de ses réalités pour être totalement dans ses principes, quelles que soient les couleurs, les origines et les Exactement. Et penser ça en 1875, c'était pas évident. Hein. La déportation convertit Louise Michel à l'anarchisme. De retour en France, elle ne cessera de lutter pour les droits des ouvriers, des prolétaires. Elle multiplie les voyages en Europe, mais aussi en Algérie, pour porter la parole révolutionnaire. Maintes fois poursuivie, menacée et emprisonnée, elle meurt d'épuisement en 1905 à l'âge de 74 ans. Plus populaire que jamais, plus de 100 000 personnes suivront son cortège.
La belle histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous en savez désormais un petit peu plus sur Louise Michel, cette humaniste, féministe qui n'abandonnera jamais ses idéaux. Un peu comme nous. Oh, c'est mignon ça. Pour nous retrouver, il y a Internet, le Plus et les réseaux sociaux. Et nous, on vous dit à bientôt.